Ce que je vous propose, c'est de faire un petit parcours avec disons une définition, ou une absence peut-être de définition de ce que j'essaie d'entendre par intervention. Je rappellerai que quelqu'un qui est bien connu ici à Icare, hein, Robert Bouchard, distinguait entre didactique de l'intervention, didactique de l'observation-analyse, didactique de l'explication. Moi, mon propos, ça sera essentiellement du côté didactique de l'intervention, et on retrouvera peut-être à travers cette notion très large et très englobante, en fait, des aspects qui sont peut-être plus directement ceux sur lesquels se centre la journée, enfin ce que peut être l'intervention sur le terrain, ses conditions de réalisation temporelle, spatiale, etc. Donc, angle très large, trop large sans doute, mais bon, je m'y risque. Et je m'y risque en repartant loin dans l'histoire, c'est-à-dire d'une date qui est celle de 1959, où un centre qui s'appelait Centre d'études du français élémentaire devient centre de recherche et d'études pour la diffusion du français. Centre d'études et du français élémentaire, c'est quelque chose qui était établi dans les NS, à Saint-Cloud à l'époque, hein, et qui avait notamment pris la forme d'une enquête, d'une recherche, qui a encore une forme d'actualité aujourd'hui, celle qui a permis l'élaboration du français élémentaire, devenu français fondamental. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est le changement d'appellation, c'est-à-dire le fait qu'un centre qui était en quelque sorte décrit comme étant un centre créé pour une recherche particulière, hein, élaborer un français qui est devenu français de base, français élémentaire, français fondamental, s'est transformé en un centre, ou a été dénommé comme un centre pour la diffusion du français. Et c'est ce qui m'intéresse ici en termes de type d'intervention. Donc avec une articulation entre une recherche préalable et ensuite des formes d'intervention de diverses natures. En la circonstance, une forme d'intervention extrêmement large. Hein, diffusion du français, bon ben, c'est large. Alors, la recherche antérieure, ce qui m'intéresse, et je vais faire un petit retour en arrière, c'est que c'est une recherche qui apparaît à certains égards comme étant une recherche fondamentale, hein, et qui a marqué une certaine époque dans l'histoire des corpus, hein, dans l'histoire de leur dépouillement, dans l'histoire de l'oralité, mais qui en même temps avait un arrière-plan. Et cet arrière-plan, quand on parle de français élémentaire, c'est déjà un certain type de demande sociale, à savoir élaborer un instrument qui certes résulterait de la recherche, mais qui aurait d'entrée de jeu une fonction particulière, hein, celle de servir de base pour des enseignements du français dans différents contextes. Donc là, déjà une première articulation pour moi, si vous voulez, en termes d'une demande sociale, voire d'une demande politique, et puis un objet qui est un travail de recherche mené pendant 3-4 ans, avec des publications ensuite, etc. D'autant plus que cette commande de produire un objet qui servirait à l'enseignement du français, notamment du français langue étrangère, qu'on n'appelait pas encore comme ça à ce moment-là, elle vient autre niveau, si vous voulez, d'intervention, d'un niveau qui, lui, est très politique, à savoir que dans une France qui est celle du gaullisme de l'époque, on se préoccupe tout de même un petit peu de ce qui peut se passer dans l'empire colonial, et du fait en particulier qu'un certain nombre de pays nouvellement indépendants, enfin prévus comme nouvellement indépendants, seront autant de lieux où l'enjeu du français se posera, en termes notamment d'enseignement moins élitiste et moins bloqué sur les modèles, disons, hexagonaux, que ce qui avait été le cas jusqu'à présent. Donc on est à un deuxième niveau de recul, si vous voulez, en termes d'intervention, c'est-à-dire une intervention proprement politique,
qui est situé dans un contexte historique bien précis et qui donne lieu à l'époque à des débats qui ne sont pas innocents. Le projet même d'établir un français de base, comme on disait au départ, donne lieu à un certain nombre d'échanges dans la sphère scientifique, interrogations sur les méthodes, interrogations sur le type de dépouillement, etc. Des gens comme à l'époque Albert Dauzat se manifestent, d'autres comme Robert Léon Wagner, nettement moins. Mais en tout cas, l'important, c'est qu'il y a un débat qui est vraiment un débat public, extrêmement polémique. Donc c'est ce contexte-là, si vous voulez, qui pour moi est un point de départ, et sur lequel je voudrais ensuite un petit peu épiloguer. C'est-à-dire que cet objet de recherche et ce produit de recherche, à savoir essentiellement une liste de mots qui sont considérés comme les plus utiles, parce que très utilisés en fait dans les échanges oraux, peut servir de base pour un enseignement du français rénové. Et à partir de là, on crée un ensemble d'instruments pédagogiques, des dialogues, des bases, si vous voulez, pour travailler en classe, et très très vite aussi, quelque chose qui va être renforcé, si je peux dire, et démultiplié par des technologies de l'éducation de l'époque, à savoir le magnétophone, le projecteur de film fixe, qui paraissent vraiment des objets complètement, comment dire, enfin, plus que datés aujourd'hui, mais dont il existe dans les caves, quelque part, là, des traces, encore, que vous pouvez aller consulter éventuellement, qui sont encore là, dont des méthodes comme Voix et Images de France, qui était une méthode, disons, justement, d'enseignement audiovisuel. Alors, réputée à l'époque novatrice, et de fait novatrice, parce qu'elle proposait non seulement des dialogues, comme on le faisait depuis des centaines d'années. Les dialogues pour les voyageurs, ça date du XVe et du XVIe siècle au bas mot, mais qui là donnait lieu aussi à une production sonore répétable, de diverses manières, répétable par le son, mais répétable aussi par les enseignants, par les élèves, etc. Alors, cette conjonction aboutit à une période qui n'est pas, elle, pour le coup, tout à fait décalée par rapport aux propos majeurs de la journée, c'est-à-dire que les cours qui vont être élaborés vont donner lieu à un certain nombre de recherches en termes d'observation de classe, en termes d'enregistrement de données, en termes de comparaison entre ce qui se passe dans des classes audiovisuelles et ce qui se passe dans des classes autres, avec constitution de corpus, avec cette comparaison des résultats, etc. Bon, toutes choses qui, me semble-t-il, sont plus proches pour le coup de la journée d'aujourd'hui. Alors, je repars là cette fois, disons, dans l'après-1959. Il va falloir me surveiller, parce que je crains de dépasser les bornes et il faudra absolument que vous me fassiez signe. D'accord, 15 minutes, c'est bon. Donc là, on va avoir une mise en place d'une espèce de dynamique qui, à mon avis, est importante de deux manières. La première, c'est ce que j'évoquais tout de suite, à savoir qu'on peut rentrer dans un processus qui est un processus de comparaison didactique, d'intervention dans des contextes diversifiés, etc. Le deuxième, c'est que on va pouvoir aussi s'interroger en termes de formation. C'est-à-dire qu'il y a à l'époque quelque chose qui me paraît tout à fait fondamental, c'est que dans une dynamique qui est une dynamique politique très fortement appuyée, très fortement financée, très fortement planifiée, on a tout un processus qui est un processus de formation permanente, de formation continue d'enseignants, qui vont être en quelque sorte recyclés, comme on disait parfois à l'époque, pour pouvoir être les porteurs de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles méthodes, etc. D'où des stages, à Besançon, à Montpellier, au Crédif même, etc. etc. Bon. Mais ces stages, ils demandent un appareil explicatif. Il faut formaliser d'une certaine façon l'arrière-plan.
on ne peut pas se contenter du français fondamental en termes de liste de termes, etc., qui servent de base pour l'élaboration d'outils. Il faut aussi y mettre un petit peu de conception de l'apprentissage, hein, de réflexion sur ce que peuvent être les trajectoires d'acquisition. Et là, il y a tout un travail complémentaire qui se met en place. Alors, on a parlé d'approches, disons, de type linguistique appliqué, on a parlé d'enseignement programmé, tout ça est dans l'air du temps à l'époque. On a parlé aussi de théorie structuro-globale, ça a été le grand message du CREDIF à l'époque, qui se différenciait, je crois que c'est intéressant en termes de construction de la dynamique, qui se différenciait de méthodes dites audio-orales d'importation plutôt américaine, et qui relevaient de courants tels que la linguistique bloomfieldienne, etc., et qui se différenciait notamment par le fait qu'on essayait de prendre en compte des dimensions autres que linguistiques dans les méthodologies d'apprentissage. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur cette trajectoire. Je voudrais passer, enfin, si vous voulez, ce que j'essaie de montrer là, c'est qu'il y a des enchaînements, différents types d'interventions et une construction progressive des relations entre intervention et recherche dans cette histoire particulière qui est distincte de l'histoire de la didactique des sciences, à l'évidence. Je crois que l'intervention qui suivra avec un petit Berlien montrera bien que les dynamiques ne sont pas du même type, pour une raison qui me paraît fondamentale, c'est que la didactique des langues, bon, c'est une espèce de conception que je traîne depuis des dizaines d'années personnellement. La didactique des langues, c'est un domaine à trois entrées. D'une part, un domaine qui peut être en effet un domaine scientifique, d'autre part, un domaine qui est un domaine économique. Il y a des méthodes, il y a une diffusion qui a rapporté de l'argent, y compris au CREDIF, parce que les méthodes qui étaient diffusées ne donnaient pas lieu à droit d'auteur individuel, mais revenaient à l'école. Et pendant des années, je dirais presque jusqu'à sa mort, le CREDIF a très largement vécu de droits d'auteur qui étaient des droits d'auteur collectifs et qui étaient gérés concrètement par la direction de l'école et qui servaient à alimenter d'autres travaux. Donc je crois que c'est une dimension aussi qui importe dans un domaine où recherche et intervention s'articulaient d'une certaine manière. Et le troisième pôle, c'est évidemment le pôle politique. Je pense que dans le domaine des sciences, de la physique, on n'a pas le même type d'injonction, on n'a pas le même type d'intervention que ce que je caractérisais tout à l'heure. Alors, cette triangulation qui me paraît spécifique d'une certaine didactique très politiquement marquée, surtout quand il s'agit de français langue étrangère, je crois qu'on va la retrouver dans ce que je voudrais faire maintenant en termes de 4 dates qui me paraissent intéressantes à prendre en ligne de compte comme étant aussi des moments où des formes d'intervention se manifestent. La première de ces dates, c'est 1976, à savoir la sortie, alors il y a beaucoup de choses en 1976 sur lesquelles je ne développerai pas, mais il y en a une particulière qui est la sortie du dictionnaire de didactique des langues, que Robert Galisson citait dans l'argumentaire de cette rencontre, et moi-même avions coordonné. Didactique des langues. On précise dans la préface que c'est un choix de dernière minute. C'est-à-dire que ça devait s'appeler Dictionnaire de linguistique appliquée et de méthodologie de l'enseignement des langues. Et c'est sur épreuve qu'en dernière minute, Robert Galisson et moi-même, en relation peut-être aussi avec Hachette qui accompagnait le projet, il y a aussi une dimension éditoriale dans tout ça, avons changé le titre. Alors c'est une malfaçon, parce qu'objectivement, c'est un dictionnaire de linguistique appliquée et de méthodologie de l'enseignement des langues. Ce n'est pas du tout un dictionnaire de didactique des langues. Enfin, ça l'est par certaines rubriques, par certaines définitions, mais c'est quelque chose qui a une tromperie sur le contenu. On peut le dire très carrément aujourd'hui.
bon, l'histoire a passé. En même temps, c'est quelque chose qui est une intervention forte, parce que ça pose un domaine qui est celui de la didactique des langues. Sur un geste qui est un geste à la fois fondateur et trompeur, mais qui est déterminant. Deuxième date, 1982, autre type d'intervention, et pour le coup tout à fait politique, un rapport remis au ministre de l'Éducation de l'époque. On est en pleine période mitterrandienne, avec un accent qui est mis de nouveau sur la diffusion du français, et le ministre Alain Savary commande une étude qui va être confiée au recteur Aubat, peu importe les noms à certains égards, mais qui sera en fait rédigée par un ancien de l'ENS, Louis Porcher, qui avait dirigé le CREDIF, et qui en fait est le rapporteur de cette étude. Et c'est une étude très riche qui va donner lieu d'ailleurs à un colloque l'an prochain, sur les 40 ans et un petit peu plus, qui crée de facto, qui propose la création de filières de français langue étrangère. C'est-à-dire qu'on a un geste là qui est un geste d'intervention extrêmement fort, qui va être un geste politique et universitaire, qui consiste à dire on crée des formations universitaires qui ont à voir avec quelque chose qui va s'appeler de façon durable français langue étrangère. Alors pourquoi est-ce que je considère que c'est une intervention forte? Il y a beaucoup d'autres aspects. Parce que, justement, ça va s'inscrire dans des formations qui sont des formations de sciences du langage. Et non pas dans des formations de sciences de l'éducation, comme ça aurait pu tout aussi bien se produire. Beaucoup de gens, dont Robert Galisson, souhaitaient échapper à l'emprise des sciences du langage. Mais pour des raisons institutionnelles, c'est quand même là que ça s'est fait. Donc un certain type d'intervention, qui est une intervention pour le coup politique, mais qui donne lieu à quelque chose qui est un geste fondateur d'une autre nature, tout à fait, mais bon, qui a les conséquences qu'on sait aujourd'hui d'universitarisation dans un champ particulier du domaine universitaire. La troisième date d'une autre nature, c'est 1997. Alors on est toujours à l'ENS d'une certaine manière, je crois que c'est un parcours mémoriel qui est très local que je vous propose. Ce n'est pas du pro-domo, mais enfin en tout cas, il se trouve que c'est une étude que moi-même, une collègue qui s'appelle Danielle Moore et une collègue qui s'appelle Véronique Castellotti, la seconde étant maintenant à Vancouver dans un poste très important à l'université dans le domaine de l'éducation aux langues, et Geneviève Zarat, qui est elle-même à la retraite également, mais qui a travaillé beaucoup dans le domaine culturel. On produit une étude qui s'appelle Compétences plurilingues et pluriculturelles, qui est dans le cadre de travaux du Conseil de l'Europe, c'est pas indifférent, et qui est dans le cadre de l'élaboration d'un objet que certains d'entre vous connaissent assez bien, je pense, qui est le cadre européen commun de référence pour les langues vivantes. Compétences plurilingues et pluriculturelles, c'est de nouveau un geste trompeur. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de proposer une espèce de notion qui permette de diversifier l'apprentissage des langues dans les contextes scolaires. L'anglais est en pleine montée de puissance. Je suis encore à peu près dans les temps. Ça va? L'anglais est partout. Et l'idée, y compris au Conseil de l'Europe, c'est on a besoin de choses qui permettent de justifier une pluralité de propositions des langues vivantes dans les contextes scolaires, plutôt que d'avoir un tout anglais comme suffisant. Et le thème qu'on développe avec la notion de compétences plurilingues et pluriculturelles, c'est de dire on n'apprend pas les langues de façon cloisonnée en additionnant telle langue, puis telle langue, puis telle langue, puis telle langue.
mais on est dans une dynamique qui fait qu'on crée une compétence plurielle, une compétence mixte, une compétence hétérogène, qui tire profit de tout le répertoire langagier déjà, en quelque sorte, à disposition, y compris les langues dont les enfants sont porteurs, hein, langue de l'immigration, etc., etc. Alors, c'est une notion un petit peu vague à l'époque, hein, et qui a cette finalité, disons, en quelque sorte stratégique, politique, linguistique, hein, par rapport à des contextes scolaires en évolution. Et c'est dans un deuxième temps que cette notion un petit peu, pas tout à fait bricolée, hein, on ne s'appuyait pas sur n'importe quoi, mais quand même, qui ensuite a été conceptualisée beaucoup plus fortement. C'est un certain type de geste qui existe encore à certains égards, hein, qui a donné lieu à pas mal de travaux, pour le coup, de recherche, hein, mais qui, au départ, n'avait pas nécessairement cette vocation. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais montrer. Je pourrais dire deux mots aussi du cadre européen commun de référence pour les langues vivantes, qui là aussi est un instrument de politique linguistique, hein, qui a aussi une visée post-ouverture des pays d'Europe centrale et orientale, nouvelle ouverture à des pays autres, demande assez forte concernant les bascules linguistiques. On se débarrasse du russe plus ou moins dans certains pays, et l'anglais va arriver en force, et il ne faut peut-être pas seulement ça. Bon, tout ça, c'est le contexte. Et bon, je n'en dirai pas plus, si vous voulez, hein, je vais m'arrêter là. Mais, encore une fois, ce que je voulais essayer de montrer, en proposant des modes d'articulation différents, entre des niveaux différents de ce qu'on peut appeler intervention, et didactique d'intervention, c'est de montrer comment, d'une certaine manière, tout se tient, y compris les travaux qui se multiplient aujourd'hui par ailleurs, hein, dans les classes. Hein, l'histoire de compétences plurilingues et pluriculturelles, ça donne lieu à des travaux de terrain dans des classes plurilingues avec des enfants de la migration. Ça donne lieu à des comparaisons de nouveau de résultats entre des classes justement plurilingues au départ et où on travaille dans une perspective plurilingue, et des classes où ce n'est pas le cas. Donc on revient tout à fait sur des modes d'intervention qui sont ceux qui sont présentés et défendus dans cette journée aujourd'hui, mais c'est passé par un certain nombre d'autres niveaux d'une manière ou d'une autre. Je vais m'arrêter là, j'ai sans doute dépassé le temps qui m'était alloué, mais je vous remercie pour votre patience, aussi bien en présence qu'à distance. Merci beaucoup, Daniel Coste. Je présenterai le contexte historique du démarrage de la didactique. Je me situerai dans un moment très ancien, c'est-à-dire dans les années 50-80, je n'irai pas au-delà. Dans ce contexte historique, alors c'est pas si étranger que ça, parce qu'on voit tout de suite une volonté politique qui va influencer considérablement l'évolution de la didactique des sciences et des didactiques en général et d'enseignement. À partir des années 50-70, dans les pays occidentaux, il y a une réflexion sur la massification de l'enseignement. Pour certains se rappellent peut-être que après l'école primaire, les élèves étaient séparés, et puis après, ils étaient séparés après la 5e, et on est à ce moment-là, et il y a une réflexion sur la massification de l'enseignement. Et cette réflexion est nourrie par les politiques, les sociétés savantes, les associations de professionnels et bien sûr la société. Dans le cas de l'enseignement scientifique et des mathématiques, il m'est apparu, bien sûr je peux me tromper, que les sociétés savantes et les associations de professionnels ont joué un rôle particulier dans le renouvellement de l'enseignement scientifique. Par exemple, en France, pour les mathématiques, sous la pression des sociétés savantes, on peut retrouver tout cela dans des documents et des articles. Il y a les sociétés savantes internationales et nationales, et en particulier en France, l'association
des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, qui a joué un rôle considérable et qui était, je dirais, présidé, disons, par des personnes qui sont une autorité scientifique très importante. Académiciens, professeurs d'universités réputés, directeurs de laboratoire, etc., de la discipline. Ainsi, en fin 66, création de la commission ministérielle destinée à rénover l'enseignement des mathématiques sous la présidence de l'académicien des sciences André Lichnerovitch, également au Collège de France. Et il faut noter que dans cette commission, les membres étaient quasiment, pas tous, mais essentiellement universitaires. Fin 68, donc on est juste après mai 68, mais fin 68, ce mouvement a été initié bien avant mai 68. En lien avec les universités, les premiers IREM, instituts de recherche, là le mot recherche est prononcé, sur l'enseignement des mathématiques sont créés officiellement par le ministère de l'Éducation, également avec des membres essentiellement universitaires. Alors, je prends le cas maintenant de la physique-chimie. En 69, création de la commission de rénovation de l'enseignement des sciences physiques, dite commission Lagarrigue, par le ministère. Alors, je dis tout de suite qu'elle a été dissoute au moment à Parabi en 75. Je ne vais pas raconter l'histoire de cette dissolution, mais j'en dirai un mot. Alors, cette commission a été créée à l'initiative des sociétés savantes, en particulier l'Académie des sciences et la Société française de physique. On peut regarder des textes très importants qu'ont écrits ces sociétés et l'association des professeurs, l'UDPPC actuelle. Une chose particulière à cette commission de rénovation, c'est la création d'un groupe de travail permanent, à l'époque dirigé par Goëri de la Côte, et ce groupe de travail est l'ancêtre du premier, enfin d'un des premiers, peut-être le premier, laboratoire de recherche qui n'a pas pris le nom de didactique à l'époque, laboratoire interuniversitaire de recherche en éducation scientifique et technologique, et je crois qu'il a été le seul qui était en association avec le CNRS en 1974. Alors je dirais peut-être un mot, si vous le souhaitez, sur pourquoi le CNRS a fait ça. Enfin, c'est une interprétation. Ce groupe de travail s'est exclusivement consacré au renouvellement de l'enseignement au niveau des classes de 4e et 3e, puis de 6e et 3e. C'est une sous-partie des missions de la commission. Alors, il faut rappeler qu'à cette époque, l'enseignement de physique-chimie n'existait pas au niveau des 6e, 5e, 4e, 3e, alors que l'enseignement actuel SVT existait. Donc, il y avait vraiment quelque chose de nouveau à créer. Comment fonctionnait ce groupe? Alors, ce groupe a décidé de construire des ressources d'enseignement qu'on a appelées modules. Alors, ce groupe était constitué essentiellement de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs avec une formation de base, souvent au niveau de la thèse, dans la discipline d'enseignement, en physique, en chimie. Ce groupe a tout de suite collaboré avec des enseignants et il y avait une conception de la ressource d'enseignement avec des premières mises en œuvre par les enseignants du groupe associés, puis observation, puis à nouveau modification de la ressource, bref, un processus d'itération que vous imaginez bien, et avec une expérimentation, à l'époque on appelait ça, expérimentation à une plus grande échelle en France. Les productions de ce groupe de travail consistent essentiellement, comme je viens de le dire, en des ressources d'enseignement sur des thèmes, c'était lumière, gaz, énergie, matière, etc. Et il faut noter aussi que une psychologue était associée à ce groupe complètement et partageait le travail de recherche. Et c'était l'époque où on était très associé aux travaux de Piaget. Le constructivisme jouait un rôle considérable dans la conception des ressources d'enseignement. Je rappelle qu'il y avait des collaborations enseignants-chercheurs, des analyses de mise en œuvre, et du coup, je me pose la question, où est l'intervention là-dedans ? C'est pas si simple, j'ai peiné beaucoup. Dans une perspective... Alors, quel est le but de ces séquences? Je ne parle pas des interventions, le but de la conception des ressources pédagogiques, c'est améliorer l'enseignement et donc l'apprentissage des élèves. Il y a un processus de conception de ressources d'enseignement pour les enseignants impliquant une collaboration enseignant-chercheur. Puis, il y a un processus de mise en œuvre par les professeurs qui ne sont pas les principaux concepteurs. Dans ce cas-là, cette perspective d'expérimentation, à l'époque, avait une vue,
j'essaie mon mot d'opérationnalisation, c'est-à-dire qu'il fallait que ces ressources puissent être mises en œuvre par les enseignants et permettent, disons, un apprentissage des élèves. À cette époque, je pense que la question de l'évidence au sens anglais du terme, je prononce en français, et de preuve est peu pensée. Elle a été vraiment développée après aux États-Unis, mais un peu après. Ici, l'intervention comme action d'enseignement menée auprès d'apprenants dans le cadre du face-à-face pédagogique ou autre dispositif d'enseignement se situe dans le processus de mise en œuvre de ce que je viens présenter. Mais pour comprendre cette intervention, il est utile de prendre en compte les buts, les processus de conception, en plus de ceux de mise en œuvre, et d'y associer peut-être un jour les preuves d'efficacité. Dans le contexte, ces interventions, je dirais, ont été constitutives, et là, finalement, c'est peut-être un peu semblable à la didactique des langues, constitutives du développement de la didactique des sciences. Je ne veux pas dire que ce sont les seules qui ont été constitutives, il y a d'autres facteurs qui ont été constitutifs. Pour l'instant, je me centre sur l'intervention, c'est le thème de la journée. Donc, elles ont été constitutives du développement, voire de la création institutionnelle. Mais, étrange, les propositions qui ont été faites par ce groupe de travail, eh bien, elles n'ont pas été reprises par le ministère au moment de la réforme Haby, qui a écarté ces commissions avec des grands scientifiques, etc., au profit des cadres administratifs du ministère, en particulier au profit de l'inspection. Là, si on voit les paroles je ne vais pas vous le dire parce que j'ai très peu de temps, mais du ministre Haby sont assez impressionnantes, et même du ministre qui a précédé Haby. Je vous conseille de voir, si ça vous intéresse, l'article est publié dans Histoire de l'éducation. Je voudrais dire 2 mots sur le développement de la recherche en didactique des sciences. Au moment où je vous parle et plus tard, les objets de la recherche en didactique des sciences ne se limitaient pas à construire des ressources d'enseignement. J'ai pris un petit cas, mais ne pensez pas, il y a eu bien avant des travaux, des activités d'éveil à l'INRP de l'époque. Il y a eu plein de choses avant, et on n'a pas attendu ce moment-là pour faire de la recherche sur l'éducation. Mais pour l'instant, je me limite à ça. Se sont élargies conception, pratique de classe, culture scientifique, motivation, etc., inégalité, etc. La structuration de la recherche s'est renforcée ensuite au moment de ce groupe de travail et de la création du LIRES, du laboratoire. Elle s'est renforcée dans les universités avec la formation à la recherche, à l'époque les DEA, maintenant les masters, de nouvelles équipes de recherche, de liens avec la formation des maîtres, la constitution d'associations de recherche nationales et internationales. Mais je voudrais dire que beaucoup reste à faire, et la petite anecdote du LIRES qui a été associé au CNRS, puis après ça a disparu, à l'époque, et ça c'est un point important, tous les gens qui étaient actifs dans cette commission Lagarrigue, c'était des grands scientifiques reconnus qui avaient des copains au CNRS. Je ne veux pas dire que c'est du copinage, mais je veux dire que c'est, d'une certaine manière, c'est comme ça que moi je l'ai vécu personnellement, des affaires personnelles. C'est-à-dire, oui, tu es un grand scientifique, tu fais des choses bien, donc ça c'est mes mots à moi, surtout ne généralisez pas, c'est une interprétation tout à fait personnelle, qui est, on est de la même origine, la même formation. Donc, le LIRES, on va le reconnaître au CNRS. Il y a même un attaché de recherche qui a été, un poste d'attaché de recherche, qui à l'époque ça existait, qui a été donné pendant un temps au LIRES. Mais ça n'était pas un changement structurel du CNRS. Et on le voit actuellement, il n'y a toujours pas d'un laboratoire, sauf le LLE, qui est associé au CNRS. Donc, on voit que structurellement et institutionnellement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, aide et limites de l'intervention dans la recherche, je dirais aussi bien en didactique des langues que des sciences, l'intervention a joué un rôle déterminant dans le développement de la recherche, me semble-t-il. Mais en même temps, c'est paradoxal, en tout cas dans la didactique des sciences, c'est probablement pas le cas pour vous. Les travaux associés à l'intervention n'ont pas été vraiment reconnus par l'institution gouvernementale. Ministère, inspecteur, on était hors cadre administratif de l'éducation du ministère.
Et la question que je pose est, est-ce que des travaux mettant en œuvre des interventions et développant des preuves pourraient permettre une reconnaissance plus large? Je parle non seulement des politiques, mais de nos chers collègues de recherche disciplinaire. Parce que là aussi, la recherche en éducation n'est pas au niveau le plus haut de l'autorité scientifique. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser la discussion à la salle.